Allô, allô? Allô? Oui, d'accord. Oui, oui, mais les deux marchent. On va commencer dans une minute. Bonjour à toutes et à tous d'être venus. Oui, il y a encore des gens qui arrivent. Voilà. Il y aura un temps d'échange à la fin aussi de la petite conférence qu'on va faire, Claire et moi. Voilà, on venait vous présenter de redécouvrir un peu une partie de notre patrimoine qu'on a tendance à un petit peu oublier. Voilà, on organise des séjours, des stages à la découverte des plantes comestibles et médicinales. Voilà. On peut commencer, Claire. On peut avancer les diapos. Donc, on est tous les deux, Claire et moi. Je vais laisser Claire se présenter. Oui, donc je suis Claire. J'ai fait des études d'agroalimentaire spécialisées en nutrition santé. Et après avoir travaillé une dizaine d'années pour l'industrie agroalimentaire ou pour l'industrie pharmaceutique, je me suis rendu compte que en fait, industrie et santé, ça n'allait pas ensemble. Pour être un peu plus proche de la santé des personnes et un peu plus à l'écoute, j'ai fait une formation d'herboristerie traditionnelle à l'école lyonnaise des plantes médicinales à Lyon. Donc, et donc j'ai obtenu ma certification il y a un an et depuis j'œuvre à la promotion et au développement des connaissances sur le sujet des plantes médicinales. Voilà, et moi, je suis Christophe, co-gérant d'une petite structure basée dans le Massif central en Auvergne, à Luna Voyage. Je suis accompagnateur en montagne et puis co-auteur du guide que vous voyez sur l'écran, la plante comestible, cueillette et recettes des 4 saisons. Voilà. Donc à Luna Voyage, c'est une petite structure qu'on verra un petit peu plus en détail tout à l'heure. On s'est inspiré lors de la création de ma structure il y a voilà, un petit peu plus de 10 ans, ouais, il y a 11 ans à peu près. On est inspiré d'un peuple Kogi. Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré beaucoup de peuples sources qui étaient au contact du vivant. Les Kogis sont sur la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie. J'ai enseigné en Colombie pendant quelques années. Et eux pratiquent au quotidien la cueillette pour se nourrir et se soigner, ou en complément de nourriture ou comme ressource principale. Voilà. Nous, on a tendance à oublier les Occidentaux depuis des centaines d'années, des milliers d'années. On a tendance voilà, à oublier ces savoirs-là, parce que la nature inspire plus de la peur, et la peur de l'inconnu. Voilà, on veut recréer un peu ce lien avec nos racines, hein, avec la terre, les plantes et la nature en général. Et afin de recréer ce lien-là, on va essayer de réapprivoiser cette nature qui nous entoure. Et toute notre équipe de spécialistes passionnés, accompagnateurs en montagne, herbalistes, botanistes, éducateurs environnement, on partage, on transmet, on essaye de transmettre un peu de cet esprit qui nous anime. Et là, on va vous parler maintenant un peu plus des usages comestibles et médicinaux de certaines plantes communes. Donc on va commencer par vous présenter les bonnes pratiques de cueillette, c'est-à-dire comment se protéger, protéger notre santé et en même temps comment respecter le vivant, puisque c'est pas neutre hein, de pratiquer de la cueillette. On va également parler de l'intérêt nutritionnel et médicinal des plantes sauvages comparées aux plantes cultivées ou aux produits qu'on peut trouver dans l'industrie. On va vous présenter également une sélection de 9 plantes qui sont à la fois médicinales et à la fois comestibles, qu'on a choisies aussi en fonction de leur abondance, de leur présence partout sur le territoire et de leurs critères d'identification qui permettent de ne pas les confondre avec des plantes toxiques. Et puis on a une petite diapo aussi avec la bibliographie qu'on a utilisée et quelques ressources sur lesquelles vous pouvez trouver plus d'informations si vous voulez aller plus loin. Et puis on terminera en vous présentant un peu plus en détail les séjours que l'agence propose. Donc pour cueillir, le meilleur outil avant tout, c'est nos doigts, notre pouce et notre index. Quand on va aller en cueillette, c'est vraiment, voilà, on peut y aller sans rien, juste avec nos doigts pour cueillir les fleurs, les feuilles.
Sur des parties qui sont un petit peu plus charnues, un petit peu plus coriaces, on pourra utiliser un couteau, une serpette, des ciseaux. On va faire attention aussi à mélanger, enfin à séparer plutôt pour pas les mélanger, les différentes espèces de plantes, ce qui permet, une fois à la maison, de pouvoir refaire un tri derrière, de pouvoir voir si on n'a pas fait des erreurs. Il y a toujours des petites herbes qu'on va cueillir sans faire exprès, donc ça permettra de mieux les cueillir si dès le départ on a des espèces différentes. Et puis on peut les répartir dans des sacs en tissu, des sacs en papier, et puis les mettre dans un petit panier en osier. On évitera le plastique. En fait, le but du jeu, c'est d'éviter le plastique, puisque là, les plantes vont suer, ça va condenser, et on risquera d'avoir un développement de champignons et de bactéries. Alors, on va aussi se protéger. Hein, se protéger, on apprend à identifier les plantes pour ne pas faire d'erreur dans l'identification de la reconnaissance. On va se familiariser avec leur cycle de vie. Hein. Une plante va avoir un développement de toute jeune dans tout son état d'avancée. On va se laver les mains pour se protéger avant et après la cueillette. On ne va pas cueillir si on a le moindre doute. Hein, ça, c'est le principe de base. On va éviter les zones polluées, bien entendu, à plus de 100 mètres d'un axe principal. Même à Paris, on peut faire des cueillettes, j'imagine. Enfin, les jardins, vous avez des jardins plutôt en hauteur. On va laver sa cueillette pour l'aspect comestible quand on va rentrer de cueillette, à l'eau vinaigrée en principe. Utilisez la cuisson si vous avez le moindre doute aussi, hein, rien que 2 minutes pour éviter par exemple l'échinococcose, la douve du foie. Voilà, si vous avez un doute sur l'endroit, si c'est pâturé par les moutons ou voilà, des espèces basses. Et on va procéder à un séchage rapide de la plante pour les conserver, si on veut les conserver comme ça. Il y a d'autres méthodes de conservation, on pourra échanger si vous voulez là-dessus. Donc pour préserver le site, on va faire attention de cueillir en fonction de l'abondance, c'est-à-dire que s'il n'y a que quelques individus de la plante qu'on veut cueillir là où on se trouve, on va les laisser pour permettre à l'espèce de se reproduire et de se développer. On va également se renseigner sur le statut de protection. Alors ça peut être un statut de protection de la zone où on va cueillir. Ça, on en parle assez peu, mais toutes les zones de cueillette, partout où on va cueillir, il va y avoir un propriétaire déjà, qu'il soit public ou privé. Donc il faut savoir à qui ça appartient et si on veut cueillir à grande échelle, avoir une autorisation. Mais on va avoir aussi des statuts de protection qui n'engendrent pas forcément de réglementation sur la pratique de la cueillette. Néanmoins, quand on est par exemple dans une SNIEF, une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique, même si l'espèce qu'on veut cueillir n'est pas réglementée, même si sur ce site-là, il n'y a pas d'interdiction de cueillette, il faut se poser la question de si l'espèce qu'on va cueillir, si on en cueille trop, est-ce que ça peut mettre à mal la biodiversité? Est-ce que ça peut déséquilibrer notre milieu? Donc chaque fois qu'on va prélever, il faut quand même se poser la question du statut de protection de la zone de cueillette. Ça peut être aussi un parc naturel national, un parc naturel régional, un espace naturel sensible, une réserve. Généralement, dans les espaces naturels sensibles et dans les réserves, les cueillettes sont interdites, mais ça, c'est assez bien indiqué. Par contre, pour les autres types de statuts de protection, ça peut juste être, sur le papier, cette zone est intéressante, mais il n'y a pas de règle de cueillette, mais il faudra quand même s'en préoccuper, faire attention. On peut avoir aussi un statut de protection sur la plante. Il existe là aussi une réglementation nationale et départementale sur des espèces protégées qui est assez ancienne. Et comme elle est ancienne, généralement, on utilise un autre outil qui s'appelle la liste rouge des espèces protégées. Et là aussi, les espèces sont classées en fonction de si elles sont à la limite du danger, si elles sont complètement en danger. Donc on peut avoir des espèces qui sont complètement en danger, qui ne sont pas réglementées, et dont la cueillette est réglementairement autorisée, mais qu'on va s'interdire quand même de cueillir parce qu'elle est en danger dans tel département ou dans tel milieu. Et bien évidemment, en plus de tout ça, on va cueillir uniquement ce dont on a besoin. Ça ne sert à rien de cueillir pour après que ça finisse à la poubelle. Voilà, pour donner quelques repères historiques par rapport à l'agriculture, à la cueillette, au regard de l'agriculture, on est sur Terre, les homininés, on est sur Terre depuis un peu plus de 3 millions d'années. Si on s'en tient à Lucie comme repère, Lucie a 3 millions d'années à peu près, l'Australopithèque. Mais si on considère Toumaï comme le premier
premiers de la vie humaine, c'est 7 millions d'années. Donc vous voyez, on est quand même sur Terre depuis plusieurs millions d'années. Et au regard de l'agriculture qui, elle, n'a que 10, 15 000 ans, 20 000 ans peut-être en Mésopotamie, au plus vieux, voilà, c'est pas comparable sur une échelle. Et ça s'est intensifié depuis l'agriculture, enfin depuis même l'agriculture moderne. Voilà, l'écart s'est intensifié. La cueillette a été de plus en plus oubliée, surtout avec les peuples occidentaux, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc c'est juste ça. Quelques rappels sur une échelle historique. La cueillette, comme soutien peut-être à la pêche et à la chasse, mais certains peuples se nourrissaient principalement de cueillette aussi. Mais voilà, donc il faut toujours avoir en tête ce petit repère historique. Dans le monde, on recense à peu près 80 000 plantes comestibles voilà, sur la planète. Et dans le monde aussi, on a juste 600 espèces cultivées à des fins alimentaires. Vous voyez ce rapport-là. Ce rapport-là, si on le ramène en Europe, sur 1600 plantes sauvages comestibles recensées, on aura une soixantaine d'espèces cultivées. Dans les magasins, même bio ou bien achalandés, vous aurez quoi, 20, 30 espèces, peut-être de fruits, légumes, salades. Voilà, il faut toujours avoir ça en tête. Le nombre et le potentiel possible, il est extraordinaire. Si vous voyez ces échelles-là, voilà. Donc, des petits principes de base aussi en soutien à la cueillette. Alors pourquoi les plantes sauvages sont plus intéressantes que les plantes cultivées? Eh bien d'abord les plantes sauvages, comme elles sont beaucoup plus en contact avec leur environnement, elles vont devoir développer plein de techniques et de stratégies pour communiquer entre elles, pour s'adapter aux intempéries, pour se défendre face aux autres espèces qui voudraient prendre leur place. Elles vont devoir développer des stratégies de reproduction. Les plantes, c'est comme tout être vivant. Le seul objectif, c'est de se développer, de coloniser de plus en plus son espace et d'être de plus en plus abondant. Et elles vont avoir un lien avec un sol qui est vivant, avec la mycorhize. Il va y avoir beaucoup d'échanges là aussi. Donc tout ce contact-là fait que les plantes sauvages vont faire énormément de synthèse chimique. Et c'est cette synthèse chimique-là, en fait, qui va nous apporter à nous un intérêt nutritionnel et médicinal. Contrairement aux plantes sauvages, les plantes cultivées, elles n'ont aucun effort à faire. On leur apporte tout sur un plateau. Donc elles n'ont pas plus que ça besoin de se défendre ou de s'adapter, puisque de toute façon, tout leur est apporté. Leurs besoins sont là. Donc elles vont faire beaucoup moins de synthèse. Et comme elles vont faire moins de synthèse, elles vont avoir un intérêt nutritionnel et médicinal qui sera plus faible. On va aborder un petit peu les différents nutriments aussi qu'on peut trouver dans les végétaux. Donc on va commencer par les macronutriments. Donc dans les macronutriments, on va avoir des glucides, qui sont des monosaccharides comme le glucose et le fructose, ou des polysaccharides comme les fibres alimentaires, qui vont être sous forme de pectine, de mucilage, de cellulose, et qui, quand on va les consommer, vont faire des gels qui vont réguler et améliorer la digestion et qui vont aussi nourrir notre microbiote. Donc on va en trouver beaucoup plus dans les plantes sauvages que dans les plantes cultivées. Concernant les protéines, donc on peut aussi comparer là les teneurs et pas seulement la quantité mais aussi la qualité des acides aminés qu'on va retrouver dans les plantes sauvages. Si on compare la teneur en protéines de l'ortie fraîche par rapport à un steak de bœuf ou de lentilles, on voit qu'on peut diviser par 3 la quantité, mais néanmoins, on va avoir chez l'ortie les 9 acides aminés essentiels qui ne sont apportés que par l'alimentation. Donc certes, on en aura moins, mais on aura une qualité plus intéressante. Pour les lipides, eh bien, on retrouvera dans les végétaux sauvages une plus large part de lipides monoinsaturés et polyinsaturés, qui sont plus bénéfiques pour la santé cardiovasculaire que les lipides saturés. Et puis, évidemment, on n'aura pas de lipides raffinés. On peut observer la même chose pour les micronutriments, c'est-à-dire pour les vitamines, les minéraux et les oligoéléments, puisque là aussi, on va avoir des teneurs, alors pour le coup, qui sont parfois plus intéressantes que des aliments cultivés. Si on compare, par exemple, la teneur en fer de l'épinard, qui est de 3 mg pour 100 g, à la teneur en fer de l'ortie, de la mauve ou du porc-pied, là, on est au-dessus.
Et ce qu'on remarque vraiment dans les plantes sauvages, c'est qu'on a l'alliance entre la diversité et la teneur en nutriments. Et si on regarde de nouveau pour l'épinard, on va par exemple dans ce tableau-là pas trouver de vitamine C dans l'épinard, alors que dans l'ortie, on a non seulement une bonne teneur en fer, mais on a aussi une bonne teneur en calcium, une bonne teneur en vitamine C. Alors l'ortie a été extrêmement bien étudiée, donc on a beaucoup de données, mais on peut reporter ça, cet intérêt-là, sur d'autres plantes qui vont avoir parfois des teneurs supérieures, parfois des teneurs équivalentes et parfois des teneurs un petit peu plus faibles, mais surtout une très grande diversité des micronutriments, ce que là, on ne retrouvera pas du tout dans les plantes cultivées et dans les produits industriels. On va retrouver également des phytonutriments. Donc les phytonutriments, contrairement aux glucides, aux lipides et aux protéines, ce n'est pas des éléments qui sont vitaux pour la plante, mais ce sont les éléments qui vont lui permettre de s'adapter, de communiquer, de mettre en place des stratégies de défense, de reproduction. Donc il y a 3 grandes familles dans ces phytonutriments. Il va y avoir les composés terpéniques, dans lesquels on retrouve les essences, c'est-à-dire les huiles essentielles, qu'on connaît bien en aromathérapie et pour lesquels l'effet anti-infectieux est largement démontré et largement étudié aussi. On va retrouver également dans les composés terpéniques les caroténoïdes, qui vont être antioxydants, photoprotecteurs, donc qui vont être aussi bénéfiques pour notre santé. On va retrouver des composés soufrés, là aussi 2 grandes familles avec les composés soufrés volatiles, comme par exemple quand vous coupez des oignons que vous pleurez. Voilà, c'est des phytonutriments, des composés soufrés qui vont vous faire pleurer. On va retrouver aussi dans les composés soufrés des glucosinolates. Donc là, c'est des composés chimiques qui ont un goût piquant qu'on va retrouver dans la moutarde ou dans le wasabi, par exemple. Et donc ces composés-là, les composés soufrés, vont avoir un rôle positif sur le foie, parfois sur des infections aussi, ils vont être anti-infectieux et on va les retrouver, là c'est connu aussi pour la bonne santé cardiovasculaire. Donc là aussi, c'est dû aux composés soufrés, cette réputation-là. Et le 3e groupe de phytonutriments qui est très important, ce sont les composés phénoliques. Vous en avez forcément entendu parler avec les myrtilles, les jus avec toutes ces baies rouges, ou bien même dans le vin avec les polyphénols. Et donc là, les composés phénoliques ont une action anti-inflammatoire et antioxydant, et eux aussi participent à la bonne santé cardiovasculaire. Donc tous ces nutriments-là, on va les retrouver de façon plus importante aussi dans les plantes sauvages comparées aux plantes cultivées qui n'auront pas besoin de s'adapter, puisque là, il s'agit de nutriments qui sont nécessaires pour la plante lorsqu'elle va vouloir communiquer, s'adapter, se reproduire, se défendre. Voilà, et pour parfaire ces notions de phyto et d'apport des plantes sauvages, oui. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la cueillette sauvage reste un moyen très efficace de lutter contre la faim dans le monde. Hein, on a bien compris que si on utilise, aussi pour revenir aux diapos précédentes, sur une grande partie des plantes sauvages qui nous entourent partout dans le monde, voilà, on aurait de quoi nourrir et de compléter l'alimentation et la nutrition de beaucoup de peuples avec cette grande densité nutritionnelle. Donc la nature dans l'assiette, on peut la voir peut-être moins en montagne. Moi j'habite à 1000 mètres, donc l'hiver, voilà, je vais pas vraiment me nourrir de cueillettes. Il faut que je descende un petit peu plus en plaine, hein. Là j'ai cueilli il y a encore quelques jours avant de monter à Paris des plantes, mais un petit peu plus bas. Là elles commencent à pousser. Donc disponible oui, au moins 10 mois sur 12 dans beaucoup d'endroits. Avoir l'assurance d'une bonne teneur en nutriments, ce que disait Claire tout à l'heure. Et donc sur les 1600 plantes comestibles en Europe, qui représentent à peu près 13% de la flore totale, voilà, ça nous laisse un large choix quand on les connaît. Elles vont permettre de recréer ce lien avec notre environnement et de développer nos sens. Il n'y a pas juste la vue. Moi, j'aime beaucoup travailler, j'ai pas mal travaillé avec des jeunes aveugles, ou des moins jeunes d'ailleurs, mais pour essayer de recréer du lien et de retrouver les plantes avec le toucher, l'odorat, voilà, développer nos sens et nos sens et cette partie instinctive aussi, qu'on aurait perdu la mémoire du vivant là,
on s'est écarté un petit peu de ça. Et voilà, elle va participer aussi à notre santé, à notre autonomie, hein, de pouvoir cueillir, découvrir des plantes et les utiliser. Ça, on va se rendre un petit peu plus autonome aussi, hein. Donc sur la toxicité, faut bien faire attention, bien entendu, hein, à pas faire n'importe quoi, hein, de ne pas accueillir si on a le moindre doute, mais aussi sur une plante, voilà, peut être dans sa vie dangereuse et potentiellement toxique à certains moments, hein. Donc rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Les plantes, comme les champignons par exemple, n'échappent pas à cette règle et leurs bienfaits ont des contreparties qui vous faudra connaître. Et en Europe, seulement 4% des espèces végétales peuvent provoquer certains troubles digestifs. Donc c'est pas non plus énorme, mais voilà, faut connaître ces espèces-là. Et une cinquantaine seulement de plantes peuvent s'avérer vraiment dangereuses. Donc là, par contre, il faut rigoureusement les connaître, celles-ci, hein. Donc on va vous présenter neuf plantes maintenant, voilà, qu'on a choisies parmi, parmi les 1600. Donc voilà, on va se contenter de quelques plantes où on va vous faire voir ce qu'on peut en faire, prendre quelques petits exemples de leurs bénéfices alimentaires et en phyto. On va commencer donc par le coucou, que vous connaissez certainement, Primula viris, de la famille des Primulacées. C'est une petite plante vivace. Alors vivace, ça veut dire que chaque année, les racines vont redonner une plante. Elle ne va pas mourir d'année en année. C'est un peu l'inverse des plantes annuelles. On la reconnaît assez facilement avec sa hampe florale et ses fleurs jaunes vifs qui ont un petit triangle orangé à la base. Et on peut voir sur la carte, alors toutes les diapositives de plantes vous présentent une aire de répartition avec cette carte-là, qui est tirée de l'inventaire national du patrimoine naturel. C'est une synthèse des muséums d'histoire naturelle, en fait, qui ont fait des observations. Donc voilà, je ne reviendrai pas sur toutes, mais globalement, vous verrez à chaque fois c'est des plantes, on a sélectionné des plantes qu'on peut trouver partout. Alors le coucou, on va utiliser ses feuilles et ses fleurs. En alimentaire, on l'utilisera en salade, en soupe, en plat cuisiné. Les fleurs, on peut les mettre aussi en salade pour décorer. Des desserts, on peut la préparer en sirop également. Et en phytothérapie, ce sont les fleurs qu'on utilisera pour leurs propriétés expectorantes, anti-inflammatoires, sédatives, antitussives. Donc déjà, à la lecture de ces propriétés, on peut avoir une petite idée de à quel moment de l'année on va l'utiliser et pour quelle pathologie, enfin pour quel petit mot, je ne peux pas vraiment dire pathologie, pour quel petit mot on peut l'utiliser. Voilà, moi j'avais choisi, enfin on peut en faire, hein, vous avez vu plein de choses, mais un petit risotto hein, en ce moment, hein, il ne faut pas vous gêner, hein. Lors de balade, le Primevère, il célèbre le printemps, hein, Primavera, hein, son nom aussi, c'est le printemps. Donc là, j'avais choisi de faire un petit risotto au Primevère, hein. Tous les printemps, je fais ce petit risotto en faisant cuire des fleurs, comme elles sont très très communes et quand on en voit, on en voit en grande quantité, donc voilà, il ne faut pas vous en priver. Je ne vais pas vous réciter les recettes, hein. Si vous les voulez, vous pouvez venir me voir sur le stand plus tard où je vous les enverrai. Voilà. Mais voilà, il ne faut pas se gêner de faire plein de choses et puis plein de choses qui sont un petit peu oui, en dehors de petites choses communes. On pourra la citer également, la Primevère, en tisane d'accompagnement des toux grasses. Et là, dans ce cas, on la mélangera, par exemple, hein, c'est des exemples, avec de l'hysope et de l'ouragan. La violette odorante, Viola odorata, de la famille des violacées. Alors, on est de nouveau sur une plante herbacée pérenne, c'est-à-dire que chaque année, l'individu disparaît pour redonner à l'année suivante un nouvel individu à partir des mêmes racines. Les violettes, on ne peut pas les confondre hein, avec leurs fleurs qui sont caractéristiques, parfois lilas ou blanches, et qui est extrêmement odorante. Ça peut arriver aussi d'ailleurs quand on se promène de sentir d'abord l'odeur des violettes quand elles sont en fleurs avant de les voir. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience-là. Moi, ça m'arrive assez fréquemment de les repérer comme ça. Je sens la violette et après, je les vois.
On va utiliser leurs fleurs et leurs feuilles, donc en alimentaire pour faire des gelées, des liqueurs, des sirops. On peut en faire également des sucres parfumés, des salades ou bien des plats cuisinés avec les fleurs, avec les feuilles. Et en phytothérapie, ce sont là aussi les fleurs qu'on utilisera pour leurs propriétés adoucissantes, émollientes et sudorifiques. Donc là aussi, quand on voit ces propriétés, ça peut déjà nous donner des petites idées pour l'utiliser en phytothérapie, pour savoir dans quel cas on va l'utiliser. Voilà, donc la violette, on peut utiliser fleurs et feuilles. On sait tous dans les salades, les feuilles sont très douces et les fleurs parfumées. Moi là, j'avais choisi une petite liqueur en macération dans de l'alcool. Voilà, pour vous faire voir différents types de recettes qu'on pouvait faire avec ces plantes-là. Et en phytothérapie, donc on pourra la citer en exemple dans un sirop d'accompagnement de la toux sèche, cette fois-ci, avec du coucou, qu'on a vu tout à l'heure, et du coquelicot, qu'on verra un tout petit peu plus tard. Le coquelicot, Papaver rhoeas, de la famille des Papaveracées. Alors là, on est sur une plante herbacée annuelle. Ça veut dire que si on est devant un grand champ de coquelicots, qu'on cueille tous les pétales, elle ne pourra pas monter en graines, et petit à petit, parce que c'est quand même des plantes qui font beaucoup de graines, mais petit à petit, si chaque année on retourne au même endroit et qu'on cueille tous les pétales et qu'on ne laisse pas la plante se reproduire, on va épuiser la station et la station va disparaître. Donc une plante annuelle va mourir chaque année et c'est une nouvelle graine qui va pousser l'année suivante. Donc là aussi, avec les fleurs rouges vifs et les pétales bordés de noir, on n'a aucun risque de confusion avec qui que ce soit. Et le coquelicot, on en trouve partout. On va utiliser ces fleurs, ces feuilles et aussi ces graines. Alors ces graines, elles sont enfermées dans une petite capsule. Je ne sais pas si vous avez déjà observé ça aussi. Les graines de pavot que vous pouvez trouver des fois sur les sandwichs de pain dans les boulangeries. C'est ces petites graines-là qu'on peut récupérer aussi quand on cueille les capsules de coquelicot quand la fructification est terminée. On pourra le préparer en vinaigre, en sorbet, en sirop, en sucre, en salade, en plat cuisiné. Et puis voilà, les graines qui serviront à faire un petit peu de décoration ou un petit croquant léger dans des plats cuisinés. En phytothérapie, on utilisera là aussi les fleurs pour leurs propriétés sédatives, émollientes et antispasmodiques. Voilà, on a vu qu'on pouvait faire avec le coquelicot plein de choses. Moi, je fais même des poupées en retournant les pétales, des poupées pour les petites filles ou les petits garçons. Le coquelicot est utilisé depuis des milliers d'années. Et ça, on le sait parce que on a retrouvé, par exemple, en Crète, à Knossos, et dans des sites archéologiques, dans des récipients, qui ont été conservés, des graines de coquelicot. C'était un symbole aussi de fertilité, vu la quantité de fruits et qu'il y a dans ces capsules. Donc c'est une plante qui est beaucoup plus connue en Méditerranée et utilisée pour les jeunes pousses. Là, par exemple, on peut faire une omelette. Je m'étais inspiré de recettes méditerranéennes, crétoises d'ailleurs, où je vais souvent. Là, j'y retourne en avril. Une omelette sfugato pousse de coquelicot. Voilà, vous pouvez faire plein de choses avec le coquelicot. En phytothérapie, on pourra citer aussi le coquelicot dans une tisane d'accompagnement pour des troubles mineurs du sommeil, avec de la marjolaine et de la lavande. Le sureau noir, Sambucus nigra, de la famille des Caprifoliacées. Donc là, on n'est plus sur une plante herbacée, mais sur une plante qui est un arbuste. Donc un arbuste, ça veut dire qu'on va avoir du bois, il va y avoir de la lignine. Pour couper du bois, là, nos ongles suffiront pas. Mais c'est pas le bois qu'on utilise en alimentaire et en phytothérapie. Donc l'arbuste va faire de 2 à 6 mètres de haut. On va avoir des fleurs blanches un peu jaunâtres qui sont extrêmement odorantes. Alors il peut y avoir parfois des craintes de confondre le sureau noir avec le sureau-yèble, qui est une plante toxique. Le sureau-yèble, c'est une plante qui est annuelle, donc on n'a pas de bois. Chaque année, elle va disparaître, elle ne va pas rester l'hiver. Et surtout, le sureau-yèble, ça sent très très mauvais. Il y a une odeur qui est très très fétide, ça donne pas du tout envie de le manger. Donc dans les livres, on vous dira qu'on peut confondre les deux parce que ça se ressemble. À l'odeur, pas du tout. Et puis dans le sureau-yèble, il n'y a pas de bois. Donc il ne faut pas avoir peur de cueillir du sureau noir. Si ça sent bon, c'est que c'est bon. Et s'il fait plus de 2 mètres aussi, voilà, vous êtes garanti.
Le sureau, on va utiliser ses fleurs et puis ses fruits. Les fleurs, on peut les utiliser pour faire du vinaigre, des sorbets, des gelées, des boissons, des sirops, des pétillants. Je ne sais pas, vous connaissez peut-être le champagne des fées. C'est une boisson fermentée avec les fleurs de sureau. Et puis les fruits, on les consommera toujours cuits, en confiture, en sirop aussi, ou bien en pâtisserie. En phytothérapie, ce seront là aussi les fleurs qui seront utilisées pour leurs propriétés anti-infectieuses, immunostimulantes, sudorifiques et diurétiques. Voilà, on peut faire plein de choses avec le sureau. Alors, on peut faire des pétillants, hein, comme disait, bon, on n'a pas le droit de dire champagne, mais on choisira plutôt le mot pétillant avec les fleurs. Moi, je fais du vin aussi de sureau. Et là, on peut faire des petits desserts, hein. Moi, j'en égrène dans les crêpes, hein. Vous pouvez faire des beignets, c'est un petit peu plus gras, mais dégrainer des fleurs de sureau comme ça dans des galettes, c'est extra. Et là, même voilà, une panna cotta. Je fais souvent ça avec les fleurs, hein. Ça fait voyager, hein, de mélanger ces arômes dans des laitages. J'avais choisi là, un lait végétal, mais avec l'acacia, on peut aussi faire ça, hein, des panna cotta par exemple. En phytothérapie, on sera encore dans le cas des maladies de l'hiver. On pourra citer le sureau noir en tisane d'accompagnement du rhume avec du plantain et du thym, par exemple. La grande berce, Heracleum spondylium, de la famille des apiacées. Là, il s'agit d'une famille dans laquelle on trouve des plantes toxiques. Donc, il faut faire attention. Votre première cueillette de berce, ne la faites peut-être pas tout seul, parce qu'il peut y avoir des risques. Même si, voilà, quand on connaît un peu les plantes et la botanique, on ne peut pas se tromper, mais pour une première fois, c'est peut-être mieux d'être accompagné pour celle-ci, en tout cas. La grande berce, c'est une grande plante qui peut atteindre 1,50 m de haut. Elle a des tiges qui sont très robustes, sillonnées, creuses et velues. Le fait qu'elle soit velue, c'est un critère important, parce que si on était tenté de la confondre avec sa cousine, la berce du Caucase, qui est très toxique, elle n'est pas velue partout, la berce du Caucase, contrairement à la grande berce. Et puis la berce du Caucase a aussi des aplats rouges, des taches, que la grande berce, qui est comestible, n'a pas. On va avoir là aussi des fleurs blanches et des ombelles qui sont caractéristiques de la famille des apiacées. La grande berce, on va utiliser essentiellement ses jeunes pousses, ses jeunes feuilles, et puis ses graines. Les jeunes feuilles, on pourra les préparer en tarte, en gratin, on pourra les faire lacto-fermenter également. Et puis, les graines serviront de condiments qu'on pourra utiliser dans les pâtisseries, dans les pains. Moi, j'en mets aussi dans des crèmes dessert au chocolat. C'est très, très bon. Et puis, ce sont aussi les graines qui sont utilisées en phytothérapie pour leurs propriétés tonifiantes, stimulantes et aphrodisiaques. Si on compare ces propriétés-là, les plantes d'avant, on était plutôt sur la maladie, les petits maux de l'hiver. Là, avec la grande berce, on sort de la maladie, on est plutôt dans la période de la convalescence pour retrouver notre état de santé, notre état de forme. Donc c'est plutôt une plante qu'on va utiliser après la maladie. Voilà, moi, c'est une de mes préférées. On l'utilise beaucoup aussi dans les pays de l'Est, la connaissent, ils l'appellent la pâte d'ours. En Pologne, elle fait en lacto-fermenté, hein, le principe de la choucroute. Ils font beaucoup lacto-fermenté, hein. On immerge dans de l'eau salée les plantes, hein, le principe de la choucroute. Ça marche bien avec l'ortie, hein. C'est une méthode de conservation, la lacto-fermentation, qui vous permettra de conserver les aliments, de les enrichir en certaines vitamines, notamment la vitamine B12. Là, moi, je fais beaucoup de gratin de berce. Elle a un goût entre les agrumes et la noix de coco qui est vraiment particulier. Et toujours essayer d'avoir voilà, les pousses de ces plantes-là en gratin. Là, on s'est fait une tarte il y a encore quelques jours. Une tarte de berce qu'on a mélangée avec de l'ortie. Et une autre de cette famille, hein, la famille des apiacées, hein, la carotte, c'est une cousine de la carotte, du fenouil. Apio, c'est le céleri en latin. Voilà, qui est de la même famille. Donc, comme je disais, en médicinal, on peut l'utiliser pour la convalescence, la grande berce, en tisane avec de l'ortie et du romarin.
pour se reminéraliser, pour retonifier le système digestif et puis améliorer l'assimilation des nutriments, de ce qu'on mangera ensuite. La mauve sylvestre, Malva sylvestris, de la famille des Malvacées. Donc là, la fleur, je pense que c'est facile aussi de la reconnaître, hein, avec les fleurs roses qui sont veinées de violet. Il existe différentes espèces de mauves selon l'altitude à laquelle on vit, mais toutes sont comestibles. Les Malvacées, c'est aussi la famille du tilleul et de la famille de la rose trémière. Donc là aussi, on est sur des plantes qui sont comestibles. Il n'y a pas de toxicité dans cette famille. La mauve sylvestre, comme les autres mauves, on pourra utiliser leurs feuilles, leurs fleurs et leurs fruits. Donc là aussi, en salade, en soupe, en plat cuisiné, pour des desserts. Et en phytothérapie, ce sera également les fleurs et les feuilles qui seront utilisées pour leurs propriétés émollientes. Alors émollientes, ça veut dire qu'elles vont adoucir les tissus enflammés. Dans cette famille-là, la famille des Malvacées, on va retrouver un macronutriment particulier qu'on a vu tout à l'heure, les polysaccharides, donc des fibres alimentaires, et plus particulièrement chez la mauve et les Malvacées, sous la forme de mucilage, qui vont faire des gels. Si vous avez déjà goûté de la tisane de tilleul, vous pouvez voir que le sachet, à la fin, il est toujours un petit peu gluant. Et bien ça, ce sont les mucilages, et ce sont eux qui ont cette propriété-là adoucissante et émolliente sur les tissus enflammés, qui vont faire un peu comme un petit pansement compide, si on peut rapprocher ça de quelque chose qu'on connaît. Voilà, la mauve sylvestre, est comme toutes les malvacées en Europe, par exemple, qui sont toutes comestibles en Europe, peuvent être utilisées et sont utilisées depuis des milliers d'années. On le sait, c'était l'aliment du pauvre, hein, les mauves étaient l'aliment des pauvres et qui se soignaient bien mieux et se nourrissaient bien mieux que les riches, hein, il y a quelques milliers d'années aussi. Voilà, pour les principes aussi émollients, ce mucilage qui est créé. Et là, justement, c'est ce principe-là de mucilage. Là, j'ai une petite recette de la molokhia qui est connue en Égypte et en Tunisie. C'est un des plats nationaux dans ces pays. Et voilà, c'est une espèce de fondu végétal, une purée en rajoutant d'autres plantes, de la coriandre aussi. Voilà. Donc c'est un vrai régal aussi. Donc j'ai choisi pour la partie phyto un exemple de tisane d'accompagnement pour la cystite, où là les canaux urinaires seront un petit peu abîmés par l'infection. Donc la mauve peut accompagner tout à fait la calune et le genévrier sur ce type de souci. Le pourpier, Portulaca oleracea de la famille des Portulacacées. C'est une plante herbacée, de nouveau, qui est couchée, qui est charnue, qui est rampante. Elle a une tige rougeâtre. Elle peut être confondue avec certains orpins, mais le pourpier a des feuilles qui sont aplaties, contrairement aux orpins qui auront des feuilles un peu plus rondes, un peu plus charnues, même si celle du pourpier est charnue aussi, mais la forme de la feuille n'est pas la même. On consommera ces parties aériennes, souvent avant que les fleurs soient là, hein, les feuilles, mais avec la tige aussi, parce que c'est petit, on ne peut pas vraiment trier chaque petite feuille du pourpier. Et on l'utilisera en salade, donc cru. On peut le mettre au vinaigre aussi, on peut le blanchir, le faire en gazpacho, et on peut l'ajouter également dans des préparations cuites. Comme pour la mauve, le pourpier est utilisé en phytothérapie pour ses propriétés émollientes. On a là aussi de nouveau des mucilages dans cette plante-là. Même si on n'est pas sur la même famille, on a quand même des mucilages. Voilà, vous le connaissez peut-être comme complément en salade. On peut faire des salades de pourpier, surtout l'été, hein. Vous l'avez aussi en région parisienne, en Méditerranée aussi, hein. On en trouve plus en plaine, du coup, moi en montagne, on n'en a pas beaucoup de pourpier. Et là, je vous proposais une petite recette, un gazpacho de pourpier, donc mixé avec du concombre, de la tomate. Voilà, c'est très frais. Et pour ces aliments, tous ces compléments en oméga 3, voilà, il ne faut pas s'en priver non plus. Oui, voilà, le pourpier, c'est une plante très importante dans le régime crétois qui a été beaucoup étudiée. Donc, on a pu découvrir que dans le pourpier, il y avait des acides gras oméga 3 dedans. C'est une petite quantité, mais ils sont présents, ce qui permet d'avoir une source d'oméga 3 sans avoir à consommer de l'huile qui contient uniquement des lipides. Là, de nouveau, on a l'alliance entre la diversité, la teneur
Donc c'est une plante qui est très intéressante du point de vue nutritionnel aussi. En médicinal, on pourra citer un exemple d'accompagnement pour des inflammations du tube digestif, donc des œsophagites ou des gastrites. On va utiliser la plante fraîche qu'on va bien mâcher et puis qu'on va avaler tout doucement pour que les mucilages soient bien mélangés à la salive et puis qu'ils puissent bien tapisser la gorge, l'estomac, l'œsophage. On fera attention par contre de ne pas compter que là-dessus pour se soigner, puisqu'il y a quand même de l'acide oxalique dans le pourpier qui va un petit peu enflammer les reins. Donc on ne va pas miser tout là-dessus en cas de reflux gastrique, par exemple. C'est en complément. Hein. Et la phytothérapie, de toute façon, ça va toujours être en complément d'autres pratiques. Le figuier, maintenant, Figus carica, de la famille des Moracées. Donc de nouveau, un arbre qui est très odorant. Ce que vous pensez consommer comme étant un fruit chez le figuier, c'est en réalité un fruit complexe. Le vrai fruit du figuier, ce sont toutes les petites graines qui se coincent entre nos dents à l'intérieur de ce qu'on appelle le fruit. Donc c'est un fruit complexe qui est charnu, qui se consomme, mais le vrai fruit du figuier, ce sont toutes ces petites graines. On va utiliser donc les fruits et puis les bourgeons, donc les fruits en alimentaire, qu'on transformera en confiture, en pâte de fruits, en sirop, en pâtisserie ou en liqueur. Et puis les bourgeons seront utilisés en phytothérapie, donc dans la branche de la gémothérapie, qui est la phytothérapie des bourgeons. Le bourgeon de figuier est utilisé pour son effet calmant, relaxant et digestif lorsque les problèmes digestifs sont liés en fait à des troubles nerveux, à du stress, de l'anxiété. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on recommandera le bourgeon de figuier en gémeaux. Voilà, on a vu qu'elle était moins représentée en sauvage en France, elle est surtout beaucoup en Méditerranée, en plaine. Je crois qu'on est plus sur sur l'utilisation du figuier. Là, j'avais choisi de la faire macérer dans du vin avec du fenouil et de l'anis. C'est aussi une recette crétoise, voilà, qui est inspirée des peuples méditerranéens. Donc pour l'usage médicinal, comme je disais, en gémothérapie, on va l'utiliser dans des situations de stress, de dépression, d'insomnie, de spasmophilie, qui pourront ou pas être associées à des troubles digestifs. La matricaire odorante, Matricaria discoidea, de la famille des Astéracées. Alors la famille des Astéracées, on les reconnaît assez facilement puisque ce sont une famille de plantes qui font des fleurs en capitules. Le capitule, c'est le nom particulier de l'inflorescence des Astéracées. Là, sur la photo, vous avez peut-être l'impression de voir 2 fleurs. En réalité, ce que vous observez, ce sont 2 capitules qui eux-mêmes contiennent peut-être plusieurs centaines de fleurs. Sur la fleur de droite, vous allez observer des petits trous et chaque petit trou, c'est en fait une fleur tubulée du capitule de cette matricaire. Et on la reconnaît aussi parce qu'elle sent très bon et quand on la goûte, elle a un petit goût d'ananas, celle-ci. Donc on va utiliser les fleurs et les feuilles de cette matricaire odorante en gelée, en boisson, en sirop. On peut la mettre dans des plats cuisinés également. Et ce sont les fleurs qui seront utilisées pour leurs propriétés sédatives, antispasmodiques et digestives en phytothérapie. Et ça correspond un peu à l'usage de toutes les matricaires. Après, elles ont un petit peu des spécificités, mais globalement, toutes les matricaires sont sur ce spectre d'action-là. Alors moi, la matricaire, comme disait Claire, je l'utilise beaucoup dans les desserts. Elle a vraiment un goût d'ananas prononcé, hein. C'est notre ananas local, on va dire. Et elle a l'air de rien parce elle pousse sur des terrains, même sur le bord des chemins. Donc il faut faire attention là où on va la cueillir. Si vous voulez la mettre, hein, l'associer à des salades de fruits, il vaut mieux peut-être être sûr déjà de là où vous l'accueillir. Et sinon, de la faire chauffer. Là, je proposais de faire un petit sirop, la faire chauffer un petit peu dans de l'eau et du sucre, et en préparer un sirop que vous allez mélanger à un dessert, un yaourt ou une salade de fruits, et vous aurez vraiment ce goût prononcé de l'ananas. En phytothérapie, on pourra donner l'exemple d'utilisation dans une tisane d'accompagnement du cycle menstruel.
avec de l'achillée et de l'alchimie, qui sont également deux plantes qui sont bien conseillées pour réguler le cycle et diminuer les dysménorrhées. Voilà, on parle des quelques livres et guides ressources qui nous ont aidés. Bon, voilà, je cite aussi mon livre sur les plantes sauvages comestibles avec les recettes associées. On a recensé un peu plus de 250 espèces dans le Massif central et on a plein d'idées de recettes. Et si vous voulez en savoir un peu plus en botanique, allez sur le site de Tela Botanica pour l'identification des plantes. Sauvage de Maru, ils ont édité Sauvage de Maru pour le guide des plantes sauvages des villes de France. Vous aurez beaucoup de personnes ressources comme Gérard Dussert, qui est un spécialiste des sols qui a fait beaucoup, par exemple, les encyclopédies des plantes bioindicatrices. Et là, on s'était inspiré d'un ouvrage Récolter les jeunes pousses des plantes sauvages comestibles. Karine Grenet aussi sur les arbres nourriciers médicinaux. François Couplan, que vous connaissez peut-être certainement même, qui a écrit énormément sur les plantes sauvages comestibles. Il a notamment travaillé avec Larousse aussi pour les plantes médicinales. Et Claire qui a fait l'école lyonnaise des plantes médicinales de Lyon, voilà, comme support de formation herbaliste. Et pour vous former un petit peu plus, vous avez des personnes ou des sites ressources. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur les stages qu'on organise, on pourra en discuter plus loin. Et si tu parlais de la localisation. Oui, voilà, donc il existe différents outils pour savoir un petit peu quand on a envie de cueillir une plante, où est-ce qu'on peut la trouver. Donc il y a les cartes, moi, que j'ai utilisées qui proviennent de l'inventaire national du patrimoine naturel. Et puis il y a un autre outil aussi qui s'appelle Ciflore, qui permet de cibler à la fois l'espèce et puis à la fois la commune, et de savoir à quel moment de l'année la plante a été observée. Donc ça peut permettre aussi, quand on n'est pas sûr, quand on a vraiment envie de goûter une plante, mais qu'on n'est pas sûr de savoir où la trouver, d'utiliser ces outils de cartes. Ça permet un petit peu de voir où elles sont. Et puis le site aussi World Flora Online, qui est un site qui regroupe toutes les dénominations binomiales d'une plante. Les noms vernaculaires, par exemple coucou ou prime vert, c'est le nom vernaculaire de la plante. Primula veris, c'est sa dénomination binomiale. Certaines plantes vont avoir plusieurs noms vernaculaires et plusieurs dénominations binomiales. Avec World Flora Online, ça regroupe sur toute la Terre tous les synonymes qu'il existe en dénomination binomiale et qui permet de savoir, quand on parle à quelqu'un d'une plante, qu'on parle bien de la même plante. Parce que des fois, même en fonction des régions, par exemple dans le Puy-de-Dôme, on dit qu'il y a de la bruyère. En réalité, il y a Calluna vulgaris, qui n'est pas la même plante que Erica cinera, qu'on va retrouver aussi sous le nom de bruyère, plus dans les Alpes, par exemple. Donc il y a beaucoup de synonymes et ce site-là permet de fixer un peu la plante dont on parle. Voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez venir sur notre stand pour échanger. Il va presque être midi bientôt. On a une offre de séjour sur les plantes à la fois comestibles et médicinales. On propose des journées sur la découverte des plantes comestibles, d'avril à octobre. On propose aussi des journées qu'anime Claire sur les plantes à la journée ou à la demi-journée. Si vous voulez faire un petit peu de cueillette et de phytothérapie, préparer des choses, elle vous en parlera mieux que moi. On en parlera après pour les questions, pour la partie questions, si vous avez des questions là-dessus. Oui. On prépare aussi des stages à peine plus longs ou jusqu'à 5 jours, des journées de 2 jours sur les plantes comestibles et sur à la fois combiné sur les plantes comestibles et médicinales. Et après des stages un petit peu plus longs, là, les autres stages, c'était des stages un peu privatisés. On a quelques dates sur le 2 jours, mais sinon, on a des 3 jours et des 5 jours du printemps à l'été. Il y a une des personnes dans la salle qui avait assisté à un des stages de 5 jours, Brigitte, qui est là. Vous pouvez lui demander à elle ce qu'elle en pense. Et on a créé cette année, en binôme, Claire et moi, on fait un 4 jours, 3 nuits sur à la fois cette association sur les plantes comestibles et médicinales. On va faire des cueillettes, préparer la cuisine ensemble et faire des préparations aussi en phyto. Voilà.
Et j'ai un séjour aussi en Ardèche de 4 jours, 3 nuits que je fais avec un monsieur qui a un gîte et qui est passionné aussi de botanique et qui met dans sa cuisine depuis de nombreuses années voilà, beaucoup de sauvages aussi. Et on a un très beau séjour le mois prochain, une date par an, sur le régime crétois, les plantes et la mythologie, que j'anime depuis 10 ans, voilà, et qu'on va animer, Claire et moi, cette année. Voilà. Voilà, je crois que c'est terminé. Si vous avez quelques questions, on peut vous faire passer un micro. Et on vous invite, sinon, à venir parler sur le stand. Voilà, si vous avez des questions tout de suite, n'hésitez pas, hein, on peut vous répondre. Oui, merci pour cette super présentation. Euh, ma question pendant toute votre présentation, c'est que nous, on a probablement pas mal de ce que vous avez cité dans notre jardin, qui fait que 600 mètres carrés, mais bon, voilà, on n'a jamais on n'a jamais mis de produits, voilà, Si, tous les. si vous n'avez jamais mis de pesticides, hein, on les retrouve beaucoup dans les jardins, on les appelle euh, les adventices et ces plantes minces, je sais pas, donc on considère comme mauvaises herbes, hein, c'est des soi-disant mauvaises herbes parce qu'elles sont, Ouais. si vous avez compris le principe de ce qu'on vient de dire, hein, elles sont bien mieux, elles ont une bien meilleure valeur nutritionnelle que les plantes cultivées parce qu'elles vont pousser spontanément, elles n'ont pas besoin de nous pour pousser. Voilà. C'est-à-dire qu'elles vont développer, elles, beaucoup plus d'antioxydants, de vitamines que n'importe quel légume, parce que le légume, on va le planter, on va désherber, il n'est pas forcément adapté rigoureusement à l'altitude, la latitude, le sol où vous l'avez implanté. Vous voyez? Donc, moi, ma question, enfin, mon interrogation, c'est, nous avons un chien, et voilà, notre chien fait ses crottes un peu partout. euh, voilà. Et du coup, comment faire pour quand même bénéficier du jardin et ce qu'il y a dedans sans. Ben, dans tous les jardins, hein, vos légumes, enfin, vous avez bien des légumes aussi dans le jardin. Vous allez cuire, hein, si vous avez le moindre doute, ce que je disais tout à l'heure, hein, rien que 2 3 minutes, voilà, ça va éliminer toutes les parasitoses soupçonnées. Donc voilà, vous pouvez quand même utiliser, et là, si vous avez le moindre doute, plutôt en cuisson, hein. Donc, est-ce que quand on le cuit, ça n'enlève pas justement tout ce qui est nutritionnel? Est-ce que ça reste encore nutritif? Ou peut-être pas autant, mais est-ce qu'il en reste quelque chose? Oui, pas autant, mais voilà, il faut cuire un petit peu, hein. Moi, quand je fais par exemple des fraises des bois, si j'ai le moindre doute avec le l'Echinococos, je vais les faire cuire 2 minutes, me faire un petit coulis. Et ce qu'on appelle en Crète la salade crétoise, ils ont énormément de pâturage, de moutons. Et hors pâturage, les moutons vont glaner et les plantes aussi, ils vont brouter un peu partout. Donc, il les ébouillante, hein, juste 2 minutes, et après les servir. Donc, vous perdez un petit peu de valeur nutritionnelle, mais pas énormément. Vous conservez quand même une partie des aliments, des nutriments. Puis vous gardez surtout le bénéfice et la satisfaction de manger ce qui est dans votre jardin. Et ça, c'est pas rien non plus. D'autres questions? Monsieur? Vous avez parlé des plantes en France. La Guyane, c'est en France. Et je crois qu'il y a 5 6 fois plus de plantes qu'en métropole. Et il y en a qui s'en occupent. Oui, 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 il y en a qui s'en occupent. Là, on a parlé de l'Europe surtout, hein, pas de la France en particulier. Oui, si on commence à déborder sur le reste du monde, là on parlait de l'Europe, hein, de la ceinture La de l'Europe métropole, oui. et de la métropole, oui. Oui, oui. Mm. Donc là, on n'a pas parlé des plantes oui, tropicales. Là, on est dans les 80 000 espèces recensées comestibles. Et en Guyane, ils en ont énormément. En Guyane, en Martinique. À La Réunion, ce qu'on appelle les brèdes, hein, c'est les plantes sauvages comestibles, hein, si vous connaissez un petit peu La Réunion.
En Crète, ils les appellent les horta, hein. Les peuples en Europe de l'Est vont beaucoup aussi cueillir autour de chez eux, enfin connaissent, ils ont moins oublié que nous. Mais oui, effectivement, si on cite la Réunion, il y a énormément de choses. Mais là, ce n'est pas le cadre de la Réunion. Je ne fais pas de séjour à la Réunion. Mais si vous voulez venir nous voir en Auvergne, vous êtes les bienvenus. Ou en Crète. Il y a une autre question, je crois. Brigitte, le micro arrive. Bonjour, je témoigne enfin, sans intérêt, je suis une simple une participatrice d'un stage dans le Massif central avec Christophe. On était 6 personnes, donc c'était bien. Et le midi, ou le soir, quelquefois, on mangeait chez Christophe avec les plantes qu'on avait cueillies. Et c'était très agréable parce que sur le coup, on apprenait les recettes en même temps. Et puis, on faisait des marches qui n'étaient pas trop longues pour moi. Et on ramassait toutes les plantes, celles que vous avez vues là. Et j'ai été très heureuse de faire ce stage. Et du coup, je vais aller participer au stage en Crète. Voilà. Mais c'est pas vraiment. Il y a sur les plantes, mais aussi sur la culture crétoise, la culture ancienne de la Crète. Oui. Voilà. En Crète, alors si vous venez sur les stages qu'on anime, Claire et moi, là, sur les plantes comestibles et médicinales, effectivement, on va faire beaucoup de cueillettes tous les jours. C'est le principe de cueillir, d'apprendre à identifier, de se nourrir ou de préparer un peu de phyto. Donc tous les jours, on fait des plats. Tu disais à midi, mais c'est les soirs, tous les soirs, on prépare ensemble une partie du repas ou le repas dans son intégralité, soit chez moi, soit au gîte avec lequel je travaille. Et en Crète, oui, on va découvrir le patrimoine, la culture. Il y a beaucoup d'échanges. On va rencontrer un couple d'herboristes qui ont une taverne. On va cueillir une journée avec une dame et cuisiner dans la taverne. On travaille aussi avec une botaniste belge qui a implanté en bord de mer, entre montagne et bord de mer. Voilà, c'est un séjour aussi où je parle de mythologie, voilà, qui est lié aux plantes, parce que les plantes, on l'a bien vu, en mythologie, il y a peut-être 3 millions d'années, ça n'existait pas ou pas la même. On n'a pas de témoignages en tout cas, mais depuis qu'on a des témoignages, on voit bien que les plantes sont liées aux divinités depuis que l'écriture existe. D'autres questions ? Et merci Brigitte. Voilà, on ne va pas trop déborder. Si vous voulez nous en savoir un petit peu plus, vous êtes les bienvenus. On est sur l'escalier après, sur la gauche, là, le stand d'Aluna Voyage. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et puis bonne fin de salon. Bonne fin de salon. Ouais. On espère que ça a été, vous avez appris des choses. Merci. Merci.